Chaque année, 3 jours, soit du 10 au 13 mars, sont réservés à la sensibilisation sur les pathologies liées aux reins. Pour 2015, l'accent est mis sur l'insuffisance rénale et pour éviter cette maladie, il est conseillé de prendre 1 à 2 litres d'eau par jour. Et le procès des adeptes du prophète Mukungubila s'est poursuivi ce mardi 10 mars au tribunal militaire garnison de Lubumbashi. Les 7 prévenus entendus ce jour ont relaté de leur manière le déroulement des faits qui s'étaient déroulés à la résidence du prophète Mukungubila. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je suis très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Nous commençons par cette nouvelle. Le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Tshapou a effectué un aller-retour Lubumbashi-Kalemi-Lubumbashi. C'était pour une mission de travail. Vous aurez un élément élaboré dans nos prochaines éditions. Et puis, c'est une délégation composée du conseiller technique au ministère des Infrastructures et du sous-directeur technique de l'Office des voiries et drainages qui s'est rendu ce mardi 10 mars à Kasumbalesa. L'objectif est d'inspecter les têtes d'érosion pour étudier les voies et moyens d'intervenir. Les 2 têtes d'érosion sont signalées sur l'avenue Moussoumari et au quartier Régideso. Suivez ce reportage de Edouard Kanko. La route Kasumbalesa, qui constitue une porte d'entrée et de sortie des marchandises au poste frontalier, est menacée par 2 têtes d'érosion en pleine cité. Voilà qui explique cette mission de prospection diligentée par le ministère des Infrastructures et l'Office de voirie et drainage. Guy Moapé, conseiller au ministère des tutelles, et Dieudonné Aboula, sous-directeur technique à l'OVD, ont inspecté la tête d'érosion sur l'avenue Moussoumari, longue de 300 mètres, et celle du quartier Régideso, qui s'étend sur 350 mètres. Ils ont parcouru une longue distance à pied, traversant des parcelles, pour étudier les voies et moyens d'intervenir. Là, nous avons fait les mesurages pour faire une évaluation le plus rapidement possible, afin d'essayer d'arrêter l'avancée de ces 2 têtes d'érosion. En plus de ça, nous avons fait une prospection, c'est là où nous sommes, voir comment créer une variante, une voie pénétrante qui permettra de décongestionner la route Kasumbalesa au niveau des péages là-bas, dévier un certain nombre de véhicules pour les déverser plus loin là-bas au niveau de la route Kasumbalesa vers Whisky. Donc, une sorte d'un bypass qu'on compte créer. De l'avis de l'Office de voirie et drainage, une fois l'évaluation faite et des fonds décaissés, c'est dans un bref délai que les travaux vont débuter. Cela pourra décongestionner les postes frontaliers et les camions pourront emprunter les routes secondaires. Et ici à Lubumbashi, plus précisément sur l'avenue le boulevard Katouba, on constate que le macadam est à certains endroits menacé par les érosions. Sur le trottoir et aux abords de cette route principale, on remarque aussi certains trous susceptibles d'endommager les véhicules et de créer des accidents. Le tronçon le plus touché est celui compris entre Salama et l'arrêt bus barrière. Les usagers, eux, s'en plaignent avant la série de dégâts redoutés par les habitants du quartier Salama. Gloire Monga et Freddy Boukele. Les trous visibles sur le trottoir ainsi que la détérioration du macadam à certains endroits du boulevard Katouba présentent des allures inquiétantes. Cette situation est surtout remarquable sur le tronçon compris entre l'Institut technique Salama jusque vers l'arrêt barrière. Et c'est soit le trottoir, soit les abords du boulevard qui sont sous cette menace. Les premières plaintes viennent tout d'abord des paisibles piétons habitants du quartier Salama qui observent impuissants cet état des choses. Et lorsque la nuit tombe, à cet endroit, les phares des véhicules flouent la vue des passants ainsi que des véhicules. Et c'est vers ces heures-là que les accidents sont à redouter.
Je l'annonçais en début de ce journal qu'il y a eu poursuite du procès des adeptes du prophète Mukungubila au tribunal militaire garnison de Lubumbashi. Pour cette 7e audience, l'heure était toujours à l'instruction des dossiers. Au total, 7 prévenus ont été entendus. Ils ont relaté à leur manière ce qui s'était passé ce jour-là à la résidence du prophète à Kabulamishi. Titiane Bouyi et Séverin Katomba nous en parlent. 6 hommes et femmes qui défilent devant le tribunal sont des adeptes du prophète Mukungubila. 33 prévenus au total, poursuivis pour 5 chefs d'accusation. Des préventions retenues à charge de chaque prévenu. Il s'agit de participation au mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes de guerre, meurtre, tentative de meurtre et dissipation des munitions de guerre. Pour l'audience de ce mardi, 7 prévenus seulement ont été entendus. À l'unanimité, ils sont revenus sur les faits survenus en cette fameuse journée du 30 décembre 2013. Selon eux, ils auraient été attaqués par un commando non autrement identifié. Des hommes en uniforme se seraient introduits dans la résidence du prophète Mukungubila, située au quartier Kabulameshi. Ces militaires auraient ouvert le feu, causant ainsi un grand nombre de morts. Bref, aucun des prévenus n'a reconnu les charges retenues contre lui. Pour le ministère public, tous ces récits sont entachés de mensonges. Retenons que des 33 prévenus, il ne reste plus que 10 à être instruits. Et ça sera au cours de l'audience du mardi prochain. Dans l'exercice de leur métier, les employés rencontrent parfois des circonstances qui peuvent conduire à la mort. C'est ce qu'on appelle accident de service. Selon la loi, en cas d'un tel accident, les responsables d'entreprise sont tenus d'assurer la prise en charge des soins de leurs employés. Contrairement à un accident de trajet qui se produit chemin faisant, l'accident de service, lui, se produit sur le lieu de service. Ben Kayembe, Célestin Mugonza et Richard Chimba pour ce reportage. Tel que prévu par le Code du travail congolais, un accident de service est un risque que peut courir tout employé dans l'exercice de sa profession. Ce risque peut conduire à la mort, contrairement à un accident de trajet qui s'est produit soit en allant vers le boulot ou soit encore en rentrant à la maison. L'accident de service, lui, s'est produit dans le lieu de travail. Nous voyons aujourd'hui avec les épidémies qui se déclarent, entre autres les épidémies de choléra, d'Ebola. Vous remarquerez que la première personne aussi à côté de malade à être contaminée, ce sont les professionnels de santé. Dans tous les deux cas, les responsables de différentes entreprises sont tenus d'assurer la prise en charge des soins de l'employé ayant connu l'accident. Ces risques de métier peuvent également conduire à l'inaptitude physique de l'employé. Ainsi, selon la loi, ce dernier devra bénéficier des mêmes avantages comme quand il prestait normalement. Et il peut s'avérer que le travailleur puisse tomber dans une inaptitude physique. Suite à un accident de travail, il n'arrive pas à poser les actes. L'employeur peut le reclasser soit à un service d'archives, mais tout en gardant le même avantage. D'autres sources affirment que l'employeur pourrait se faire rembourser la somme utilisée pour les soins de l'employé accidenté s'il avait pris l'assurance pour ce dernier. Et en nouvelle, à l'entreprise Tenke Fungurume Mining, 40 nouveaux membres viennent de faire leur entrée au forum des parties prenantes au Fonds social communautaire. Ils ont pour mission principale de prendre des décisions sur les questions de développement. Les élections se sont déroulées à l'auditorium de Loupeto. Et à l'occasion du mois de mars dédié à la femme, les travailleuses de la Générale des carrières et des mines réfléchissent sur les recommandations adoptées il y a 20 ans, recommandations qualifiées de priorité de Beijing qui sont au total à 12, s'orientent plus sur les droits de la femme, surtout dans le milieu professionnel. Célestin Mugonza, Freddy Boukele. Cette rencontre, organisée par l'Association des femmes congolaises pour la paix et le développement, est donc un cadre d'échange au bénéfice des femmes travailleuses de la GECAMINE sur l'avenir des droits de la femme.
Elles ont été invitées au dévouement lors des travaux par les directeurs des ressources humaines de l'AG Camine. C'était à la séance d'ouverture. La femme doit savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas exercer ses droits. Les droits, on ne sait pas. On les prend. Donc la femme doit aller au-delà des déclarations. Les échanges vont se focaliser sur les recommandations adoptées à Beijing au profit des femmes travailleuses de la G-Camine et celles de la société civile. 20 ans après, il est impérieux que nous puissions essayer un peu, nous femmes, et les hommes également, de se remettre un peu en question, de voir, d'évaluer où est-ce que nous en sommes et quels sont les obstacles qui entravent le sommet de la femme. Le gouvernement de la République, à travers son ministère du genre, famille et enfants, nous a demandé de réfléchir également sur l'autonomisation et la participation politique de la femme. Pendant 2 jours, les questions du genre seront évaluées en profondeur afin de dégager les zones d'ombre dans l'émergence de la femme. Et au chapitre de la santé, retenez que plusieurs enfants de sexe masculin souffrent de l'hernie et les autres développent cette maladie à l'âge adulte. Retenez que l'unique moyen pour guérir de cette maladie reste l'intervention chirurgicale. Béatrice Banza, Jean-Claude Mal. Elles sont de plus en plus nombreuses, les personnes qui souffrent de l'hernie, sans peut-être savoir c'est quoi cette maladie. La hernie peut être définie comme étant l'issue d'un organe en dehors de l'endroit où il devait normalement être. Les causes sont, selon la médecine, soit innées, soit acquises à l'âge adulte. Nous avons la cause acquise et hernie de cause congénitale. Congénitale, c'est-à-dire on est avec les défauts, tout comme acquise, on peut acquérir. Pour ceux qui attrapent la maladie à l'âge adulte, il est parfois difficile de la reconnaître par ces signes qui demandent que l'on écoute souvent son corps. La première des choses, c'est la structure qui a quitté son endroit vers un autre endroit va créer une tuméfaction, donc un gonflement. Dans une région, c'est un gonflement qui est pratiquement anormal dans cette région là-bas. À ce moment-là, on dit que la personne fait une hernie. Une fois atteint, le traitement s'avère quelque peu coûteux. La hernie, dans un premier temps, c'est quand elle est réductible, quand le patient peut réduire, on peut la réduire, mais ce qui est idéal, c'est de fermer la brèche, par la chirurgie. Si pour ceux qui naissent avec la maladie, il n'y a pas de mode de prévention, pour les autres par contre, on peut l'éviter. Une hernie de cause congénitale, il n'y a pas moyen de la prévenir, mais une hernie acquise, c'est une hernie qu'on acquiert en sollicitant, en mettant sous tension certaines structures, par l'effort. Comme on le voit, le fait de soulever de grandes charges peut amener à développer l'hernie. Restons toujours sur le chapitre de la santé pour dire que du 10 au 13 mars de chaque année, l'Organisation mondiale de la santé lance des messages à travers le monde sur les pathologies liées aux reins. Pour cette année 2015, l'accent est placé sur l'insuffisance rénale, qui est une incapacité d'une personne de sécréter une quantité normale des urines. Pour éviter cette maladie, il faut donc consommer 1 à 2 litres d'eau par jour, nous dit Jean-Paul Malimba. Vu l'augmentation du nombre de personnes souffrantes des reins, l'Organisation mondiale de la santé a décrété 3 jours de la sensibilisation sur cette pathologie. Elle est à l'origine de beaucoup de décès en Afrique et en Asie. L'insuffisance rénale, il y a plusieurs étiologies ou bien plusieurs causes qui sont impliquées dans cette pathologie. Entre autres, un choc, une cause médicamenteuse. L'insuffisance rénale, qui est une anomalie de la sécrétion des urines, a aussi un traitement et des préventions. Nous devons respecter une hygiène de vie, c'est-à-dire nous devons boire suffisamment de l'eau, car en consommant de l'eau, le rein permet d'épurer de l'organisme certains déchets qui sont toxiques. Boire au moins 1,5 litre d'eau par jour
pour maintenir le bon fonctionnement de son rein. Les pathologies rénales peuvent affecter les hommes, les enfants, y compris les femmes. Les pathologies rénales affecteraient 60% de la population masculine, 20% de la population juvénile et 10% de la population féminine. Pour des personnes qui n'ont pas encore connu des cas d'insuffisance de sécrétion des urines, l'OMS les recommande de prendre par jour au moins 1 à 2 litres d'eau pour éviter cette maladie. Moïse Katumbi Chapwe plaide pour le microfinancement en faveur de la femme, un des titres phares de 781e numéro du quotidien d'information La République. Suivez donc la lecture avec Léon Magloire Mongamotouale. Le numéro 781 du quotidien La République titre à la une: formation des cabinets, Matata Pogno rappelle ses ministres à l'ordre. Katanga, Moïse Katumbi plaide pour des microcrédits en faveur de la femme. À la page 2, le confrère souligne avec à l'appui l'effigie d'Étienne Tshisekedi. De retour, le vieil opposant congolais semble le seul à pouvoir remettre de l'ordre dans son parti politique. La situation s'est certes dégradée en son absence, mais peut-être pas autant que son état de santé. Comme on l'aura remarqué, sa diction est lente, hésitante, mais il parle. Évoquant à la page 4 la tension entre les déclarants en douane et la DGDA à Matadi, le confrère fait remarquer que la corporation des déclarants en douane, les transitaires et la FEC reproche au directeur provincial de la DGDA Matadi, M. Kasongo Kabila Wachi, son impérator dans l'administration douanière à Matadi. À la page 5, on peut dire: parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, la première récolte est là. À la première colonne déjà, on peut observer le président de la République, Joseph Kabila Kabange, aux commandes d'une moissonneuse batteuse géante, a inauguré jeudi au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, territoire de Kenge, en province de Bandundu, à 220 km de Kinshasa, sur la nationale numéro 1, la première production de 20 000 tonnes de maïs réalisée sur un espace de 5 000 hectares à quelques 200 km de la ville de Kinshasa. Page 7. Moïse Katumbi plaide pour des microcrédits en faveur de la